Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus à Goma, la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. La présence de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée générale des Nations Unies suscite beaucoup d'interrogations dans l'opinion nationale qui se réserve d'accorder encore du crédit à l'action positive de la communauté internationale au sujet de l'agression du Rwanda contre la RDC. Bref, les Congolais veulent de résultats concrets. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, a procédé à l'installation du gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu en la personne du général-major Chirimwa Minkuba qui va assumer cette lourde tâche avec celle du commandant des opérations en lieu et place du lieutenant-général Constant Ondima rappelé en consultation à Kinshasa suite aux derniers incidents de Goma. L'arrestation du journaliste Stanis Boujakera et son emprisonnement dans la prison centrale de Makala continuent de mobiliser plusieurs acteurs politiques et de médias pour obtenir sa libération. Un sit-in est prévu le mercredi 20 septembre devant le ministère de la Justice pour protester contre cette atteinte à la liberté de la presse en RDC. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de Mondico Télévision. La présence de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée générale de l'ONU sera pour le chef de l'État sans aucun doute une énième occasion de dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC et une belle opportunité de réclamer une réelle attention de la communauté internationale. Doit-on se contenter de cette attitude qui frise la routine? Élément de réflexion dans la rédaction. Dénoncer l'agression du Rwanda contre la RDC ne serait pas une surprise d'entendre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi l'affirmer le mercredi 20 septembre du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Entre-temps, accusé pour la énième fois, l'incurie rwandaise est devenue un rituel, une habitude, une routine pour la conscience populaire congolaise et l'opinion en général. Cependant, pour une diplomatie active, cela est de bonne stratégie car elle finit toujours par payer malgré la durée. Sauf que sur le terrain, la désolation, elle, va continuer à trinquer, faute de résultats immédiats et plus probants, notamment avec le retrait pur et simple des forces négatives et étrangères dans les territoires encore sous contrôle des rebelles soutenus et appuyés en logistique par des pays voisins, dont le Rwanda de Paul Kagame. Vu des Congolais, cette dénonciation devient presque une attitude passive du gouvernement congolais parce qu'elle semble sans effet escompté en termes de résultats et réalités sur terrain. Faut-il compter toujours sur la communauté internationale pour se sortir de cette difficile et étrange occupation des terres congolaises par des ennemis formellement désignés et identifiés? Après des multiples rapports d'experts onusiens et indépendants, rapports publiés et reconnus, les Congolais commencent à s'interroger s'il est nécessaire d'attendre quelque chose des sessions de l'ONU, vu que les lignes, au propre comme au figuré, demeurent figées et ne bougent pas. Un statu quo favorable à l'occupant rwandais ainsi qu'à ses sous-traitants congolais battant pavillon M23 persiste. Il s'agit bien de l'incapacité des Nations Unies à faire respecter, via notamment la MONUSCO, le principe universel du respect de l'intégrité territoriale des États. Des pans importants du territoire congolais sont sous les mains des envahisseurs au vu et au su de la force la plus importante des Nations Unies. Voire, on dénonce même une certaine complicité entre les casques bleus et certaines forces négatives impliquées dans l'exploitation illicite et clandestine des minerais congolais. Des sommets se sont tenus dans pas mal de capitales d'Afrique centrale, orientale, même australe, sans succès. Les processus de Nairobi et de Luanda, le déploiement de l'EAC, l'ultimatum du président Macron formulé depuis Kinshasa depuis mars en cette année, rien n'est fait. Lorsqu'on demande à Kigali de cesser tout soutien au M23, c'est généralement pour aussitôt exhorter Kinshasa à ne plus appuyer les FDLR. Pour le Rwanda, qui veut justifier son agression par le prétendu soutien de la RDC aux rebelles hutu-rwandais, que le pouvoir rwandais refuse indéfiniment d'intégrer parce qu'il les considère comme des génocidaires de père en fils. Enfin, c'est un cercle vicieux pour la RDC.
Le souhait et les attentes du peuple congolais sont que pour son grand discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, il convient donc bien plus que la condamnation de routine et de principe pour assurer les Congolais en général et en particulier arrête. Que ceux qui habitent l'Est du pays se retrouvent dans une attitude plus ferme, surtout que le président congolais avait subordonné la réussite de son mandat à la pacification de la partie orientale de la RDC. Justement de la situation sécuritaire qui prévaut à la partie est de la RDC, le général-major Peter Chirimwami vient d'être nommé gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il est arrivé à Goma dans la soirée du dimanche 17 septembre. Le général Peter Chirimwami est nommé sur instruction du président de la République à ses postes par le vice-premier ministre, ministre de la Défense. L'annonce a été faite hier lundi 18 septembre à Goma par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Suivez. Nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. C'est le général Chirimwami. En même temps, je voudrais attirer l'attention de la population sur le fait que l'ennemi rwandais est juste en face de nous. Il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Dans l'actualité également, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, est profondément préoccupée par la violation des droits de l'homme et de la liberté de la presse dont est victime le journaliste Stanis Boujakera Tchamala, arrêté le 8 septembre 2023 à l'aéroport d'Ndjili alors qu'il s'apprêtait à effectuer un voyage à Lubumbashi. Grâce Mayo nous signe ses commentaires. Accusé notamment de propagation de faux bruits et diffusion d'un document attribué à l'Agence nationale de renseignement ANER suite à la publication d'un article sur le site de Jeune Afrique dont il n'est pas l'auteur, cet article évoque un rapport de l'ANER sur les circonstances de la mort de l'ancien ministre Chérubin Okende. La CAJ dénonce l'atteinte à la liberté de la presse et au droit de l'information. Elle rappelle que la détention doit être l'exception et la liberté la règle et que toute personne doit bénéficier de la présomption de l'innocence et du respect de son droit à la défense. Elle rappelle par ailleurs que Stanis Boujakera soit libéré sans condition ou à défaut, soit déféré devant son juge naturel dans un délai raisonnable conformément à l'article 19, alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Elle appelle les autorités congolaises au respect des engagements internationaux du pays en matière de liberté d'expression en général et de protection des journalistes en particulier. La CAJ s'associe aux journalistes qui demandent justice pour son confrère tout en exprimant sa solidarité à Stanis ainsi qu'à toute sa famille biologique et professionnelle. Pour elle, c'est la lutte de tout citoyen pour que la République démocratique du Congo soit la vitrine de la démocratie et de l'état de droit. Dans le même ordre d'idée, la libération du journaliste Stanis Boujakera est exigée en RDC et au niveau international. Au pays, après Adolphe Muzito et Moïse Katumbi, un autre poids lourd de l'opposition est monté au créneau lundi 18 septembre 2023 pour dénoncer l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera. Il s'agit de Martin Fayulu. Aperçu de la situation. Suivez. Le président national du parti politique SID exige la libération du correspondant de Jeune Afrique et directeur de publication adjoint d'actualité.cd, Stanis Boujakera. Pour Martin Fayulu, cette arrestation est une atteinte grave à la liberté de la presse. Il accuse le pouvoir en place en RDC de vouloir caporaliser les journalistes en prenant en otage la liberté de presse. Entre-temps, la mobilisation pour la libération du journaliste se poursuit en RDC et en dehors du pays. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, appelle à un sit-in ce mercredi 20 septembre au ministère de la Justice pour dénoncer l'arrestation de plusieurs journalistes en cette période préélectorale. Cette manifestation intervient
après un ultimatum de 72 heures lancé aux autorités pour exiger la libération de Stani Boujakera, que ses confrères ont décidé d'initier des actions publiques pour exiger l'abandon des poursuites et harcèlements judiciaires contre l'ensemble des journalistes. Cette manifestation sera marquée par le dépôt d'un mémorandum exigeant l'abandon des poursuites et harcèlements judiciaires contre les journalistes. À cet effet, un appel à la solidarité entre les confrères journalistes, tous les organes corporatifs des journalistes, des ONG et structures de défense et de promotion des droits de l'homme et de la liberté de presse, les étudiants des institutions universitaires qui enseignent le journalisme et la communication de s'associer à cette démarche qui va de l'intérêt de notre jeune démocratie. Hors du pays, des grands journalistes africains ont témoigné de leur solidarité avec leurs confrères congolais. Le journaliste d'investigation et réalisateur ghanéen Aremeao Anas estime que les journalistes ne doivent pas être considérés comme des problèmes, mais plutôt comme ceux qui mettent en lumière les différents problèmes de la société. Il a appelé les professionnels des médias à l'unité et à faire savoir au pouvoir en place en RDC que Stani Boujakera, qui a fait correctement son travail, doit être libéré. Mohamed Gueye, directeur de publication du journal sénégalais Le Quotidien, rappelle aux autorités de la RDC le fait d'incarcérer des journalistes n'aide pas au développement du pays. Moussa Ksar, journaliste d'investigation nigérien et directeur de publication du journal L'événement, a exhorté le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faciliter la libération de Stani Boujakera. Serge Bilé, journaliste franco-ivoirien, s'est montré critique à l'endroit du gouvernement face à l'arrestation de Stani Boujakera. Il affirme que les arrestations des journalistes n'ont plus de place dans la société moderne. C'est, selon lui, triste et honteux. Cette pratique dans notre âge. Cette atteinte à la liberté de presse n'a plus sa place aujourd'hui en Afrique ni ailleurs. Pour l'essentiel, Stani Boujakera a été interpellé le 8 septembre à l'aéroport de Ndjili alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi. Officiellement placé sous mandat d'arrêt provisoire le lundi 11 septembre, il avait été transféré jeudi 14 septembre à la prison de Makala. Son placement en détention préventive a été confirmé le vendredi 15 septembre pour une durée de 15 jours. Ses avocats ont fait appel. Les autorités congolaises lui reprochent la propagation de faux bruits et la diffusion des fausses informations à la suite d'un article publié a exhorté le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faciliter la libération de Stani Boujakera. Serge Bilé, journaliste franco-ivoirien, s'est montré critique à l'endroit du gouvernement face à l'arrestation de Stani Boujakera. Tout à fait autre chose dans ce journal. La République démocratique du Congo est envahie par une industrie lourde de plus de 1500 partis politiques en lieu et place des entreprises, ce qui pousse les intellectuels congolais tête pensante à réfléchir sous la conduite du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC en sigle coordonné par l'honorable Jean-Marie Tatou Mea. Suivez ses commentaires. Que faire pour que l'intellectuel congolais mène une vie digne et décente sans nécessairement créer ou intégrer un parti politique? Un thème qui a fait l'objet d'une réflexion profonde le samedi 16 septembre 2023 au Centre culturel congolais Kessemei, organisé par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC en sigle. Les hommes de culture, une trentaine d'intellectuels, écrivains, têtes pensantes et jeunes ont pris part à ce rendez-vous intellectuel dont 2 Congolais écrivains vivant à l'étranger ont apporté leur contribution intellectuelle. Il s'agit de Madame Fetengi Rabatoire, congolaise vivant au Canada, qui a établi la différence entre l'intelligent et l'intellectuel. Le sort du pays dépend beaucoup des intellectuels. Et un intellectuel, c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne dont les analyses doivent contribuer à faire avancer la société, sa société, et ne pas rechercher le gain facile. Les intellectuels qui ont œuvré dans la politique, qui ont gagné beaucoup d'argent, citez-moi même 5 qui ont su investir cet argent gagné dans l'économie pour le développement du pays. Il n'y en a pas. Monsieur Cheikh Fita Diboué, Congolais vivant en Belgique, a lui aussi intervenu. Donc vous êtes intellectuel pour les non-intellectuels. C'est tout dit. Et donc vous ne pouvez pas être intellectuel pour vous-même, vous l'êtes pour les autres. Il y a eu une grande prostitution chez l'intellectuel congolais. Il pense que son intelligence, c'est pour se mettre plein les poches, c'est pour s'enrichir, etc. Alors qu'il est au service de la société. Jean-Marie Tantoumei, promoteur du BAC, lui, estime que la RDC est envahie par une industrie lourde de plus de 1500 partis politiques. C'est trop, il est temps de se lancer dans d'autres domaines. Il n'est pas normal que l'intellectuel qui a une expertise, une expérience, puisse être au service
de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas compris, uniquement parce qu'il a un pouvoir politique et financier. L'intellectuel doit être son propre employeur. Et c'est notre combat depuis la conférence nationale souveraine. Nous voudrions que demain, les jeunes puissent courir vers un travail d'agriculteur, d'agronome, de médecin, d'infirmier, que vers un travail d'animateur politique qui parfois ne vend que du vent. Parlons processus électoral à présent. La réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat au sommet de la République démocratique du Congo est chose acquise dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Pour ce faire, le secrétaire national chargé de l'implantation et de l'installation de l'ACO Avenir du Congo, allié dans les regroupements AB de l'Union sacrée, maître Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita, s'est engagé que la ville de Mbuji-Mayi où il a séjourné pour son enrôlement. Images et commentaires suivez. Tous pour le second mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv qu'a véhiculé le secrétaire national chargé de l'implantation et de l'installation de l'ACO Avenir du Congo, allié dans le regroupement AB de l'Union sacrée, maître Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita, dès sa descente dans son fief natal qu'est la ville de Mbuji-Mayi. L'accueil réservé à ce bouillon et dynamique fils du terroir, dont l'identité réputée dans la ville de Mbuji-Mayi comme dans la province du Kasaï oriental, est une référence incontournable pour orienter les foules, s'est passé de toute mesure. Tellement la connexion du secrétaire national de l'ACO, membre de l'Union sacrée de la nation, Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita, avec la base est phénoménale. Les jeunes, plus nombreux, ensemble avec les vieux hommes et femmes, dont la joie de revoir leurs frères et fils du coin, l'ont accompagné à pied jusqu'au centre d'enrôlement situé au rond-point Koidro ex-Kachama, à l'école pilote des filles, au quartier rouge qu'il a vu naître, cela pour l'accompagner remplir toutes les formalités d'usage au BRTC de la CENI. C'est bien ici l'occasion pour les leaders de l'ACO dans le Kasaï oriental, maître Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita, actuel conseiller du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, de se mettre à l'œuvre pour le parti, dans la ville de Mbuji-Mayi où, avec son agenda chargé, il a fait la tournée des 5 communes de la ville, Dioulou, Kanchi, Bipemba, Dibindie et Mouya, pour renforcer les cellules de l'ACO de son autorité morale d'Annie Banzamaloba. Par la suite, devant une foule totalement acquise, maître Jean-Richard Cœur de Lion Mukendi Wakashita a tenu en haleine l'assistance qu'il a sensibilisé aux élections, au soutien des FRDC contre l'agression rwandaise, et surtout à la volonté manifeste du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la vision et de changer les choses à travers l'action forte du gouvernement des Warriors conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Revenons à Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, a profité de la journée mondiale du nettoyage célébrée le week-end dernier pour lancer l'opération Le Quota Plastique, une initiative qui vise à conscientiser les habitants du Ngaba afin de lutter contre l'insalubrité. La cérémonie du lancement a vécu en présence du chef de l'environnement de cette municipalité, Jean-Luc Kubarika. Rose Kindela pour plus de détails. Jean-Luc Kubarika, chef d'environnement de la commune de Ngaba, accompagné des membres de la brigade d'assainissement de cette municipalité, a effectué une descente sur terrain le week-end dernier dans son tronçon compris entre l'avenue Université et Kianza. Afin d'exercer l'opération Le Quota Plastique, une initiative du bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, afin de lutter contre l'insalubrité. L'opération a été lancée à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage célébrée chaque 16 septembre de l'année. Jean-Luc Kubarika a interpellé les vendeuses, les propriétaires des boutiques, maisons commerciales et autres à bien respecter cette initiative de l'autorité municipale et d'acheter les sacs poubelles afin de rendre cette commune propre et sans déchets plastiques. Une journée mondiale de nettoyage ou encore de l'assainissement. Nous sommes là au niveau de l'avenue Kianza avec l'équipe en train d'assurer l'assainissement, disons de nettoyer. Plus particulièrement, nous sommes en train de récupérer les plastiques. Parce que les bouteilles en plastique constituent plus de 70% des déchets que nous retrouvons ici dans les sites où nous sommes. Le fait de récupérer, nous sommes en train de nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire qu'enlever la saleté, c'est ça ce qui veut dire exactement nettoyage dans le terme pratique. Nous sommes en train de récupérer les plastiques, nous sommes aussi en train de curer aussi. Donc nettoyer, c'est rendre les milieux propres. La population d'Ngaba s'y met, donc est en train aussi de contribuer. Et même aussi sont en train de travailler. Et je pense que l'État, nous devons donner l'exemple. C'est comme ça que nous-mêmes, nous sommes là sur le terrain pour donner les go
La population doit avoir un modèle. L'État doit être lui-même le modèle. C'est comme ça que nous sommes sur le terrain en train d'assurer les travaux. La population est en train de contribuer. Même ceux qui observent, nous espérons que prochainement, ils vont mettre la main dans la pâte. Il s'y est de signaler que les agents de la commune de Ngaba ainsi que la brigade d'assainissement ne jurent rien que sur la salubrité dans leur municipalité. Parlons santé à présent. Le programme élargi de vaccination prépare la prochaine campagne de vaccination. Elle s'y tiendra sur toute l'étendue du territoire national, mais en 2 temps. Il y aura d'abord la seconde journée nationale de vaccination à partir du 28 au 30 septembre pour le premier bloc constitué des 14 provinces. Pour le deuxième groupe de provinces, les enfants s'iront vacciner du 12 au 14 octobre 2023. En prévision de cette opération, le PEV a organisé hier lundi un briefing avec les journalistes pour évoquer le bien fondé de ces journées de vaccination. Images et commentaires. La poliomyélite est une maladie grave et très contagieuse. En RDC, elle a ressurgi depuis 2017. 3 provinces du pays, notamment le Maniema, le Tanganyika et les Olomami, constituent l'épicentre de cette maladie de main sale. À lui seul, la République démocratique du Congo fournit 50% des cas au niveau de la région africaine avec plusieurs cas de paralysie. Entre 2022 et 2023, le pays a déjà enregistré 24 épidémies au total et plus de 900 cas de paralysie de la souche vaccinale. La situation est tellement préoccupante qu'il faut absolument intervenir par cette campagne de vaccination pour sauver les enfants qui peuvent l'être. Qui atteint de la poliomyélite, même si cet enfant n'a pas manifesté les symptômes, parce qu'il retenait que sur 100 enfants qui sont infectés par les poliovirus, peut-être il n'y a que 2 ou 3 qui vont développer la paralysie ou manifester les symptômes. Et donc pour les 97 autres qui sont excréteurs, parce qu'ils vont excréter ça dans l'air sel, ils constituent un danger. Pour un enfant déjà, autour de lui, il peut infecter 200 autres enfants. Et donc, avec les mouvements des populations, un enfant peut quitter d'un point à un autre, et là où il va constituer aussi un danger pour les autres enfants et pour toute la communauté. Et un enfant qui est déjà atteint, qui a développé la paralysie flasque aiguë, il y restera pour toute sa vie parce qu'il n'y aura pas un traitement pour renverser ou disons pour que ça soit réversible. Et donc, cet enfant va constituer une charge, non seulement pour ses parents, que ce soit ses parents géniteurs ou les parents qui ont adopté, mais aussi pour toute la communauté, pour l'État congolais, parce qu'il ne va pas être autant productif que s'il était en parfait état de santé. La situation est tellement prise au sérieux que le programme élargi de vaccination multiplie les opérations d'urgence polio à travers son comité dédié à cette cause. Cette structure procède par les journées locales de vaccination et les journées nationales de vaccination en 2 passages. À côté de cette stratégie, le PEV maintient et encourage la vaccination de routine pour immuniser plus d'enfants. On continue à vacciner des enfants en plusieurs passages. Un, c'est pour maximiser les chances d'atteindre tous les enfants. Parce que parfois, on n'arrive pas à atteindre tous les enfants, même ceux qui sont en mouvement, qui voyagent. Pendant qu'on fait la campagne, d'un point à l'autre point, l'enfant a voyagé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est pour maximiser aussi les chances aux enfants de développer, d'avoir une dose minimale pour développer, n'est-ce pas, l'immunité. Donc, développer les anticorps. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Un enfant qui est malnutri ne peut pas développer aussi vite, n'est-ce pas, les anticorps qu'un enfant qui est en bonne santé sur les points nutritionnels. Donc c'est pourquoi nous multiplions ces campagnes pour que tous ces enfants soient immunisés et qu'on arrive à les atteindre où qu'ils soient. Le PEV encourage les parents à faire vacciner leurs enfants lors de cette campagne qui va se dérouler en 2 blocs de provinces. Pour le premier bloc de 14 provinces, elle aura lieu du 28 au 30 septembre et du 12 au 14 octobre dans les 12 provinces restantes pour le deuxième passage. Alors aux parents qui ont déjà fait vacciner leurs enfants 1 fois ou 2 fois, que ce soit au niveau du centre de santé pour la vaccination de routine ou lors d'une campagne, je les invite à les faire davantage parce que plus l'enfant reçoit les doses, plus il a les chances de développer
les anticorps pour les protéger contre cette maladie. Donc il y a une sorte de gradient du fait qu'un enfant qui n'a reçu qu'une seule dose peut ne pas développer les anticorps. S'il reçoit la deuxième dose, la troisième dose et même la quatrième dose, il maximise les chances de développer au sein de son organisme des anticorps pour lutter contre cette maladie au prochain contact, bien sûr, avec les virus, n'est-ce pas, qui causent cette maladie, qui est le poliovirus. Ce sont les enfants de 0 à 59 mois qui vont recevoir 2 gouttes de vaccin contre la poliomyélite en République démocratique du Congo. Toujours en santé, 2 personnes sont mortes sur environ 250 cas de monkeypox recensés entre janvier et août dernier en la province du Maniema dans l'est de la RDC. Ces chiffres ont été annoncés par la coordination provinciale de l'ONG One Health au gouverneur intérimaire de la province. Élément des reportages suivants. Selon la coordination de l'ONG One Health, la ville de Kindu, principalement les territoires de Kimbombo et celui de Kasungu, sont les zones les plus touchées par l'épidémie de monkeypox qui sévit déjà dans d'autres coins du Maniema. L'ONG sollicite l'implication de l'exécutif provincial et la recherche de partenaires pour faire face à cette zoonose. La plateforme One Health travaille avec 2 ministères, à savoir celui de l'environnement et de la santé publique. En août dernier, l'Union européenne avait annoncé avoir engagé une aide humanitaire supplémentaire de 350 000 € pour soutenir la lutte contre l'épidémie de monkeypox en RDC. Cette aide vise à renforcer les capacités de riposte, notamment au moyen de la surveillance, de la sensibilisation des communautés, des diagnostics et du traitement. Pour mieux la dépister, les symptômes du monkeypox sont similaires à ceux de la variole, comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons et de l'épuisement. La maladie se manifeste également par une éruption cutanée qui commence généralement sur le visage et se propage ensuite au reste du corps. L'éruption peut être douloureuse et défigurante. L'épidémie de monkeypox au Maniema est la plus importante jamais enregistrée dans la province. Elle est préoccupante car elle se propage rapidement et affecte des zones éloignées. Le gouvernorat de la province avait déclaré l'épidémie de monkeypox le jeudi 9 décembre 2021. Cette déclaration intervient après que la zone de santé de Tunda, dans le territoire de Kimbombo, ait notifié 191 cas avec 24 décès, dont les échantillons prélevés dans différentes aires de santé de cette partie du Maniema ont été confirmés par le laboratoire de l'INRB. Dans le reste de l'actualité, le regard sur le droit à l'avortement selon le protocole de Maputo et la législation congolaise est l'un des thèmes qui a fait l'objet d'une conférence débat tenue le 16 septembre 2023 à l'église du Christ au Congo, paroisse protestante de Lista, organisée par la commission justice, paix et sauvegarde de la création. Le protocole de Maputo, le texte stipule en son article 14 qu'est protégé la santé et les droits reproductifs des femmes. L'avortement sécurisé doit être autorisé lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la femme. Plus de détails avec Nancy Kizumina. Il s'est tenu le samedi 16 septembre à l'église du Christ au Congo, paroisse protestante de Lista, une conférence débat organisée par la commission justice, paix et sauvegarde de la création sous plusieurs thèmes dont le regard sur le droit à l'avortement selon les protocoles de Maputo et la législation congolaise exploitée par maître Emmanuel Kachunga, juriste chrétien, l'avortement et ses conséquences exploitées par maître Patrick Bamboko, médecin spécialiste, et le regard de l'église sur l'avortement par l'aumônier Joseph Parfait Nzada. Un moment marquant d'échange entre la société civile de l'église et les intervenants. Les questions sur les protocoles des Maputo étaient au rendez-vous. N'est-il pas temps que l'Église puisse évoluer dans son discours en disant à ses enfants, abstenez-vous, parce que lorsque vous y allez, c'est un péché. N'avortez pas parce que c'est un péché. Et troisièmement, lorsque vous ne vous abstenez pas, allez-y quand même avec un préservatif. Devant les fidèles de l'Église, les intervenants sont restés catégoriques sur la permission d'avorter car la parole de Dieu doit être respectée. Nous, en tant que juristes, en tant que chrétiens, nous estimons que tout avortement, quelle que soit sa forme, est un péché. Et c'est contre la loi de Dieu. La loi congolaise n'autorise jamais l'avortement criminel. Tout avortement criminel, c'est-à-dire celui qui avorte et celui qui fait avorter
voire même les complices de cet avortement sont punis sévèrement. Même si la grossesse est issue de l'inceste, faut-il toujours la garder? La Bible dit dans Jérémie, avant que tu sois conçu, j'étais connu, j'étais établi prophète, j'étais consacré. Que la grossesse soit désirable ou non, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui peut ôter la vie et c'est Dieu qui peut aussi donner la vie. L'homme n'a pas le pouvoir de donner la vie. La vie humaine est sacrée. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons l'obligation de faire respecter la loi de la vie et non la loi de la mort. À noter que le protocole de Maputo, le texte stipule en son article 14 que protéger la santé et les droits reproductifs de la femme, l'avortement sécurisé doit être autorisé lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la femme. Une pilule amère est difficile à avaler pour le chrétien. Et si on parle religion dans ces journaux, le fidèle néo-apostolique de la RDC ouest du district de Kinshasa, aéroport Kin Aéro en sigle, dirigé par l'apôtre André Soukadi, ont assisté au premier service divin de l'apôtre provincial de Kinshasa, Gianni Bangawe, le dimanche dernier à l'esplanade de la maison communale de Lancélé. L'apôtre responsable provincial a fait appel aux fidèles de l'église néo-apostolique de faire confiance en Dieu, de rester forte, patient et fidèle en Jésus-Christ. Reportage signé Rose Kindela. Ils sont venus des différents centres pour assister au premier service divin de l'apôtre responsable provincial de Kinshasa, Gianni Bangawe. Les fidèles de l'église néo-apostolique de la RDC Ouest de Kin Aéro, dirigés par l'apôtre André Soukadi, ont accueilli avec joie leur apôtre responsable le dimanche dernier à l'esplanade de la maison communale de Lancélé. C'était à l'occasion de la préparation du service divin d'action de grâce, célébré chaque premier dimanche du mois d'octobre. Dans son prêche, l'apôtre responsable provincial a rappelé à ses fidèles la promesse de Dieu envers eux et il les a appelés à être reconnaissants, de garder la foi et rester fidèles à Dieu. Notre parole était tirée dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4. C'est le message charitable, c'est un message qui va nous amener au bon port. C'est ce que nous appelons. Peut-être les gens pensent que nos amis sont partis à cause de telle ou telle raison, mais je rassure les enfants de Dieu de Kin Aéro que Adam et Ève n'ont pas quitté le jardin d'Éden, n'ont pas obéi à l'ordre de Satan parce que Dieu ne se comportait pas bien vis-à-vis d'eux. Tout comme Judas qui a trahi Jésus n'a pas trahi Jésus parce que Jésus ne savait pas l'enseigner. Donc nous qui sommes restés, nous devons rester fidèles en la parole de Dieu. De leur côté, les participants du service divin n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons été exhortés par notre apôtre responsable et à travers cette exhortation, nous avons pris du courage de servir encore notre Dieu, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés. Nous sommes déterminés, nous sommes vraiment déterminés pour servir notre Dieu dans notre église néo-apostolique. Nous avons été réconfortés par la parole de Dieu. Nous exhorte à rester confiants, d'être patient. Il n'est pas loin de nous, il est tout près, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, Dieu est là. L'église néo-apostolique reste une église unique, universelle et modèle, a affirmé l'apôtre responsable provincial de Kinshasa. Journée terminée, place à présent au rappel des titres. La présence de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée générale des Nations Unies suscite beaucoup d'interrogations dans l'opinion nationale qui se réserve d'accorder encore du crédit à l'action positive de la communauté internationale au sujet de l'agression du Rwanda contre la RDC. Bref, les Congolais veulent de résultats concrets.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a procédé à l'installation du gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, en la personne du général-major Tirimo Minkuba, qui va assumer cette lourde tâche avec celle du commandant des opérations en lieu et place du lieutenant-général Constant Ondima, rappelé en consultation à Kinshasa suite aux derniers incidents de Goma. L'arrestation du journaliste Stanis Boujakera et son emprisonnement dans la prison centrale de Makala continuent de mobiliser plusieurs acteurs politiques et de médias pour obtenir sa libération. Un sit-in est prévu le mercredi 20 septembre devant le ministère de la Justice pour protester contre cette atteinte à la liberté de la presse en RDC. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas vos sièges. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Au revoir.